Europe Weekend, Wendy Bouchard. C'est l'heure du grand entretien d'Anne Sinclair jusqu'à 9h avec votre invité. Bonjour, bienvenue Anne. Bonjour à tous, bonjour Wendy. On n'a jamais autant parlé de guerre depuis des décennies, mais le mot a changé de nature. Les guerres classiques n'existent plus. Et mon invité le sait bien, qui réfléchit aux conflits qui aujourd'hui structurent le concept de guerre sur la planète. Bonjour Renaud Girard. Bonjour. Vous êtes correspondant de guerre au Figaro depuis 1984 et vous tenez dans ce même journal, chaque semaine, la chronique internationale. Vous avez publié aux Presses Carnet Nord, édition Montparnasse, un livre qui résonne avec nos peurs d'aujourd'hui, qui s'appelle Le monde en guerre. François Hollande et Manuel Valls, depuis les attentats de novembre, nous répètent que nous sommes en guerre. Et vous qui donnez de la guerre la définition suivante, un groupe humain voulant imposer son hégémonie à un autre, est-ce que vous validez ce que nous disent nos gouvernants ? Oui, je ne pense pas que nous sommes en guerre. Je ne pense pas qu'on puisse employer cette expression, au moment même d'ailleurs où on fête le centenaire de la guerre de 14. Il faut voir que la guerre de 14, c'était la moitié des jeunes hommes d'une génération ont été tués à cette guerre de 14. C'est plus une guerre classique, bien sûr. Alors, en revanche, il y a effectivement un conflit asymétrique mondial, c'est mondialisé, puisqu'on voit des attentats en Belgique, au Pakistan, à Abidjan, un peu partout. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire que nous, les Français, sommes en guerre, et je suis d'ailleurs opposé au fait que des chasseurs alpins patrouillent dans nos gares ou des parachutistes, parce que la lutte contre le terrorisme, il faut voir sans être vu. Or, ces soldats qui patrouillent dans nos gares et nos aéroports, ils sont vus sans rien voir. Et donc, je ne pense pas que ce soit la bonne méthode. Ces islamistes cherchent évidemment par leurs attentats à couper la grande majorité des musulmans de l'immigration du reste des populations européennes. Ils essayent d'empirer la situation, mais ils n'ont aucune chance d'imposer leur hégémonie sur le monde occidental pour le moment. Un mot, Renaud Girard, sur les principes que vous défendez, notamment en matière de politique étrangère. Et pour vous, il est urgent de revenir au réalisme et ne pas laisser la morale prendre le pas sur l'efficacité. C'est absurde, la morale en politique internationale ? Oui, je pense que c'est pas du tout. Ce qu'il faut, cette morale chez soi, c'est se faire un pays exemplaire. Mais dans les relations internationales, ce sont bien sûr des rapports de force. Et je pense qu'une politique étrangère doit faire la politique de ses intérêts. Je regrette d'ailleurs que notre diplomatie ait ignoré un concept qui m'apparaît fondamental, qui est le concept d'ennemi principal. Déjà, les radicaux socialistes, dans les années 1935-36, qui gouvernaient la France, n'avaient pas compris que l'ennemi principal de la France, c'était Hitler. Puisque vous êtes justement sur la Seconde Guerre mondiale, il y avait bien des principes moraux aussi. Quand Churchill galvanisait les Anglais ou quand les Alliés débarquaient en Europe, c'était au nom du mal absolu, de vaincre le mal absolu qui était Hitler. Alors, je pense effectivement que... c'est-à-dire que je pense qu'il y a la notion de mal flagrant. Il y a des mal flagrants. Alors, le mal flagrant, c'est quoi ? C'est pas une dictature. Ça suffit pas. Le mal flagrant, c'est quand vous avez quelqu'un comme le régime hitlérien qui, en mai 44, prend des enfants et des familles hongroises qui n'ont rien demandé à personne pour les mettre dans des chambres à gaz. Voilà, ça c'est le mal flagrant. Ou le mal flagrant, on a le mal flagrant avec Daesh qui prend des petites filles yézidis pour les donner, les jeter dans l'esclavage sexuel. Et ça, c'est un mal flagrant. En revanche, qu'une dictature, si vous voulez... je n'approuve pas le régime chinois, je n'aimerais pas vivre sous M. Xi Jinping, mais je ne considère pas, Anne Sinclair, que M. Xi Jinping, la dictature chinoise, soit un mal flagrant. Alors, est-ce que, parce qu'on va parler de la Syrie, bien sûr, et vous en parlez abondamment dans ces chroniques qui s'étalent sur plus d'un an, vous dites le réalisme en Syrie, c'était appuyer Bachar pour vaincre l'État islamique. Or, même dans les négociations de Genève, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on va plutôt vers un régime de transition où il n'est pas du tout sûr que Bachar reste là. Réinstaller Assad au pouvoir, pour vous, c'est pas alors, une manque gêne, de réalisme. un problème ? Alors non, pour revenir là, manque de réalisme de la politique française à l'égard de la Syrie. Premièrement, en mars 2012, nous fermons notre ambassade là-bas. Une ambassade, ça sert pas à discuter avec ses amis. Non, ça sert à parler à ses adversaires, à ses rivaux, à ses ennemis potentiels, une ambassade. Et donc, nous aurions dû la garder pour deux raisons. Premièrement, pour
conservé une influence, évidemment, sur le régime de Bachar al-Assad. La France, peut-être à tort, mais avait beaucoup investi sur ce régime, puisque Sarkozy l'avait invité en 2008 au défilé du 14 juillet. Et deuxièmement, aussi pour garder la coopération des services de police. Nous avions une coopération très importante. Et la deuxième erreur... Vous dites même, pardonnez-moi, oui. vous dites même dans votre livre, à la page 191, puisque vous êtes sur ce sujet, ce régime, vous parlez donc du régime de Bachar el-Assad, qui avait sauvegardé la liberté religieuse, ne nous était pas intrinsèquement hostile. Il avait même ouvert un lycée français Charles de Gaulle à Damas. C'est presque une boutade par rapport... En effet, au massacre fait aussi par Bachar el-Assad. Ensuite, qu'est-ce qui se passe sur le réalisme? On refuse, c'est Laurent Fabius qui refuse que l'Iran soit invité à la première conférence sur la Syrie à Genève. Et là, j'ai écrit effectivement un article qui s'intitulait Leçon élémentaire de diplomatie. Et j'ai ensuite été voir Laurent Fabius et je lui ai dit, monsieur le ministre, il faut faire de la diplomatie avec les réalités. Il faut bien sûr inviter les Iraniens à Genève et vous ne réglerez rien dans cette situation syrienne sans inviter les Iraniens qui sont les premiers partenaires stratégiques de la Syrie avant même les Russes. Alors la deuxième chose, sur le régime syrien, est-ce que j'appelle de mes voeux, est-ce que je veux soutenir le régime syrien? Non, je suis personnellement partisan, je suis républicain et je suis très heureux de vivre en démocratie en France. En revanche, je suis pour la défense de mes intérêts et ce ne sont pas les Syriens qui viennent dans mes rues tuer mes enfants, Anne Sinclair. C'est ça, et c'est ça. Mon ennemi principal, ce n'est pas le régime de Bachar al-Assad, qui est sans doute très cruel, mais c'est pas eux, c'est pas lui qui vient tuer mes enfants dans mes rues. Qu'est-ce qui serait passé si Damas était tombé en septembre 2015? Eh bien, il faut dire les choses comme elles sont à vos auditeurs. Premièrement, tous les Alaouites auraient été immédiatement massacrés. Il y aurait eu un génocide des Alaouites pour apostasie. Et deuxièmement, au mieux, si on a eu de la chance, tous les chrétiens auraient été expulsés vers le Liban et toutes les églises de Damas auraient brûlé. Il y a même 150 églises qui ont brûlé quand l'OTAN était au Kosovo. Donc, vous voyez. Alors, pour rester sur Daesh et sur la Syrie, vous dites Daesh n'aurait jamais vu le jour sans l'invasion de l'Irak par les Américains en 2003. Pourtant, Al-Qaïda existait avant, le 11 septembre aussi. Est-ce que vous iriez même au-delà en disant que la responsabilité occidentale et aussi européenne dans l'expansion coloniale et les guerres coloniales a été catastrophique et que Daesh est au fond un enfant de l'Amérique et de l'Europe? Oui, on peut dire ça. C'est-à-dire que je pense que dans ces interventions d'humanité qu'on a eues aussi, l'intervention française en Libye en 2011, il y a au moins, je pense, 3 principes que nous devrions nous imposer à nous-mêmes. Le premier principe, c'est, OK, nous virons un dictateur, il s'appelle Saddam Hussein, il s'appelle Kadhafi, par qui nous le remplaçons? Avons-nous, Anne Sinclair, une équipe de remplacement ou pas? Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est, nous faisons ça pour améliorer, pour protéger, c'est ce qu'on dit à l'ONU, on dit nous allons protéger les populations civiles. Sommes-nous prêts à garantir à ces populations civiles que leur situation sera meilleure après notre intervention militaire qu'avant notre intervention militaire? Aujourd'hui, je suis allé récemment en Tripoli, je suis allé beaucoup aussi en Irak après l'intervention américaine. Toutes les populations regrettent le système ancien, qui était certes pas libre politiquement, mais au moins on n'avait pas peur pour la sécurité de ses enfants. Et le troisième critère, c'est bien sûr, ménageons-nous à moyen et à long terme l'intérêt de la puissance qui intervient. Un chef d'État qui décide d'une intervention militaire humanitaire, c'est pas uniquement pour essayer de se faire une figure dans l'histoire. Sur la Libye, par exemple, nous avons créé par cette intervention en virant Kadhafi un tel chaos qu'aujourd'hui notre ministre de la Défense, M. Le Drian, préconise une deuxième intervention pour essayer de régler le chaos créé par la première intervention militaire. Nous avons, par cette intervention de 2011, déstabilisé tous nos alliés du Sahel, tous nos alliés. Et aujourd'hui, il y a encore plus grave, il y a un pays qui nous est très cher, qui est très important pour nous, qui est vraiment un pays ami de la France depuis longtemps, qui est extrêmement déstabilisé par ces djihadistes venus de Libye, c'est la Tunisie. Et si par cette intervention malheureuse de 2011, nous tuons la Tunisie et le modèle tunisien, nous aurons commis un grand crime, pas seulement contre la démocratie et les droits de l'homme, mais même contre l'humanité en général. Renaud Girard, on va s'arrêter très brièvement pour une pause de publicité et on reprend la conversation tout de suite derrière. Mais d'où vient ce vent de nouveauté qui souffle sur votre style? D'un village, d'un havre de sérénité, une parenthèse à 2 pas de Paris. Les plus grandes marques de mode et du luxe s'y côtoient à ciel ouvert, avec des réductions à donner le vertige.
Profitez de l'arrivée des collections printemps à la Vallée Village et l'expérience ultime. Jimmy Choo, Carven, Sandro et bien d'autres. Les pièces incontournables des collections précédentes dans plus de 110 boutiques. La Vallée Village, l'expérience du luxe. 8h47 sur Europe 1. Dans un instant, Anne Sinclair revient avec son invité Renaud Girard, correspondant de guerre au Figaro. Europe 1. Et si mon business restait connecté quoi qu'il arrive? Moi, si j'ai un souci téléphonique ou internet dans ma boîte, Orange s'engage à intervenir dans les 8 heures. Oui, mais moi, en cas de panne, Orange s'engage à livrer mon mobile ou ma Livebox Pro dès le lendemain. Mais moi, pendant qu'ils interviennent, mes appels sont transférés sur le numéro de mon choix. Oui, mais moi, j'ai pas votre numéro. Toujours un temps d'avance pour vous rendre service. Avec le service du 8 heures Garantie Pro, Orange intervient en 8 heures pour trouver une solution. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. L'intervention 8 heures, les transferts d'appels, l'échange du mobile ou de la Livebox sont soumis à conditions et réservés à certaines offres. Liste des offres éligibles et conditions en boutique Orange au 10-16. Les bons plans Auchan, c'est maintenant. Thierry a 3 enfants. Et pour faire des économies, il ne rate jamais l'opération XXL chez Auchan. Oui, avec tout ce petit monde, j'achète forcément en quantité. Et du coup, avec l'opération XXL, je profite de super prix. Et vous avez bien raison, Thierry. Par exemple, jusqu'à ce soir, chez Auchan au rayon boucherie, la rouelle de jambon Origine France est à 2,65 € le kilo. Du porc français à 2,65 € le kilo. Excellent, je file chez Auchan. Auchan, la vie que j'aime. Dites les Angry Birds, vous n'êtes jamais content, c'est ça? Bah oui, tous les Angry Birds. Et si je vous dis que la Citroën C1 avec climatisation est à partir de 119 € par mois, vous êtes content, non? Oh oui! Les Angry Birds retrouvent leur bonne humeur avec Citroën. Et en ce moment, Citroën C1 est à partir de 119 € par mois sans apport, garantie 4 ans comprise. Équipement selon version. Location longue durée 49 mois à 40 000 km sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans. Offre valable jusqu'au 31 mai sous réserve d'acceptation par crédit par. Détails sur carstore.citroën.fr. Citroën. Monsieur le nôtre chez Monsieur Bricolage. Un coup de main pour les jardins du roi? Si je ne trouve pas un moyen de les tondre parfaitement, je vais en perdre la tête et alors là... Je vous coupe. La tondeuse thermique tractée Alpina avec moteur Briggs & Stratton de 163 cm3 est à 279 €. Avec sa largeur de coupe 51 cm et ses fonctions éjection latérale, ramassage et mulching, le roi aura une belle pelouse. À 279 €, il y a de quoi garder la tête sur les épaules. Jusqu'au 5 avril, profitez des prix anniversaire Monsieur Bricolage. Magasin participant sur monsieurbricolage.fr. L'anniversaire Carrefour Market? À nous les économies! L'anniversaire Market, ça me donne envie de faire la fête. Autour d'un barbecue, Michel, parce que jusqu'à ce soir chez Market, la viande bovine basse-côte 2 étoiles à griller Origine France est à seulement 6,90 € le kilo. Alors vous savez raviver la flamme. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Et aujourd'hui, comme tous les samedis chez Carrefour Market, c'est moins 10% sur toute la boucherie, crédité sur votre carte de fidélité. Viande bovine, côte 2 étoiles avec os à griller. Le plateau de 4 pièces minimum, modalité et magasin participant sur carrefourmarket.fr. Pour l'entretien de ma Peugeot, je vais prendre rendez-vous chez Peugeot, là, en direct à la radio. Allez, hop, je prends mon smartphone, je clique sur le site Peugeot, voilà, boum, j'entre mon code postal, j'appuie sur ma concession, je choisis mon horaire, voilà, c'est fait. J'ai pris rendez-vous pour mercredi. Et vous, c'est pour quand? Prenez rendez-vous rapidement pour l'entretien de votre Peugeot depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sur rendez-vous en ligne-peugeot.fr. Europe Weekend, Wendy Bouchard. Jusqu'à 9h sur Europe 1, on retrouve Anne Sinclair et son invité. Il est 8h50. C'est à vous, Anne. Je suis en compagnie de Renaud Girard, journaliste au Figaro, qui a écrit Le Monde en guerre, 50 clés pour comprendre aux éditions Montparnasse. Et nous avons parlé abondamment de la Syrie. D'ailleurs, nous allons continuer. Comment vous voyez le devenir aujourd'hui du conflit en Syrie et en Irak? On a claironné que Palmyre reprise et les revers qu'avait subi Daesh, c'était peut-être le début de la fin. Vous y croyez? Alors, si les Américains, effectivement, font auprès des Irakiens, du gouvernement irakien, l'effort que les Russes ont fait auprès du gouvernement syrien, nous pouvons effectivement très bien avoir une reprise de Mossoul, d'autant plus que vous avez les Kurdes syriens, qui sont alliés à la fois des Russes et des Américains. Mais le problème que nous allons avoir là, Anne Sinclair, c'est que en fait, vous n'allez pas avoir une capitulation comme le nazisme a capitulé en mai 1945 Donc à Berlin. On va avoir un rétrécissement de leur territoire, une extinction de leur visée il y aura pas de terroriste. Les soldats d'Hitler, ils étaient en uniforme, ils ont capitulé. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? Et ça a déjà commencé. Beaucoup sont déjà partis en traversant la Turquie vers la Libye.
Vous avez 2 poches islamistes importantes en Libye, l'une à Sabrata, justement, pas loin de la Tunisie, qui déstabilise la Tunisie, l'autre dans le golfe de Sirte. Et donc vous voyez Daesh s'étendre en Libye demain. Et puis, effectivement, essayer de se dissoudre, les djihadistes de revenir en Europe grâce à leur passeport européen. Et c'est ça, effectivement, la difficulté de ce conflit asymétrique que nous avons contre Daesh. Ce sont des guerres que nous n'avions pas l'habitude de faire. Le foyer se tarira lorsqu'il y aura une sorte de réforme, de conscience d'une nécessité de réforme dans l'islam sunnite. Et en fait, la victoire contre Daesh ne pourra venir qu'avec l'aide des puissances sunnites. C'est pour ça qu'il est très important d'essayer de faire en sorte que M. Erdogan, qui est un frère musulman, arrête de soutenir Daesh comme il l'a fait pour le combattre férocement. Renaud Girard, on va parler un peu de la Russie et de Poutine. À vous lire, on comprend que vous dites d'abord il ne faut pas mépriser l'ennemi et ni l'humilier, et c'est ce qu'on a fait avec Poutine. Et d'autre part, sa zone d'influence naturelle, celle de toute éternité de la Russie, c'était la Crimée, et ça, il fallait le laisser prendre la Crimée ? Je pense qu'il y a eu une erreur terrible de Laurent Fabius le 21 février 2014, lorsqu'il quitte Kiev pour aller en Chine. Personne n'a compris ce voyage, alors qu'avec Steinmeier, le ministre allemand, et le Polonais Sikorski, ils sont en train de négocier, et les autres vont obtenir, le matin du vendredi 21 février, un accord historique entre le président pro-russe Yanukovych et les 3 leaders de l'opposition. Là, il y a eu un manque diplomatique terrible. Là, Fabius, qui était parti en Chine, aurait dû, avec son ami allemand, Steinmeier, appeler Poutine. Kiev, c'est pas loin de Moscou. Il dit, est-ce que tu nous invites à dîner ? Poutine aurait dit oui. Il aurait invité à dîner le ministre français et allemand ensemble des Affaires étrangères. Et là, ils auraient dit ça à Poutine. Ils auraient dit, premièrement, Vladimir, on veut te dire que Sébastopol, ça sera toujours à toi, toujours pour ta flotte de la mer Noire. Deuxièmement, on peut te dire, Vladimir, n'aie pas peur, l'OTAN ne sera jamais en Ukraine. Et troisièmement, le russe sera bien sûr toujours parlé. Oui, c'est ce qu'il aurait dû faire, mais je pense qu'il était un très mauvais ministre des Affaires étrangères. Et la troisième chose, c'est qu'il fallait évidemment dire le russe sera toujours parlé, après l'ukrainien, en Ukraine, et sera toujours une langue officielle dans les régions orientales de l'Ukraine. Mais il prenait le 21 février, Poutine prenait le deal. Et alors aujourd'hui, est-ce que Poutine a fait une erreur ? Oui, parce que y a des traités internationaux où la Russie, normalement, doit garantir l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Je pense que la guerre hybride au Donbass de Poutine est une erreur. Il faut l'aider à enlever cette épine du pied. Et je pense il est urgent que notre diplomatie ramène la Russie dans la famille européenne. La Russie fait partie de la famille européenne. Est-ce que Poutine fait des erreurs ? Oui. Il y en a une très grave qui fait, Anne Sinclair, c'est qu'il ne fait pas assez d'efforts pour installer un état de droit en Russie. Aucun pays au monde ne peut se développer sans état de droit. Il faut bien voir que nos alliés, ce ne sont pas les Chinois. Voilà, nos alliés, c'est bien sûr, il faut bien sûr que la Russie, depuis Pierre le Grand, a toujours été membre de la famille européenne. Et je pense que s'il y avait une politique française étrangère ambitieuse, ça serait de ramener la Russie dans la famille européenne. Et vous avez vu que sur la Syrie, il a très bien agi, parce que en retirant ses forces sans prévenir Bachar, il fait une pression sur Bachar. Il dit voilà, j'ai sauvé ton régime, mais maintenant tu négocies à Genève. Sur l'Europe, Renaud Girard, vous avez des mots assez ironiques sur le peuple allemand dont vous dites qu'il est devenu soudain le peuple le plus compassionnel et généreux du monde. Est-ce que Mme Merkel a eu tort dans la crise des réfugiés ? Elle a agi en fonction des intérêts de l'Allemagne, dit-elle. Alors je pense que d'abord, c'est très important, en stratégie et en politique internationale, il faut toujours séparer l'émotion de la décision stratégique. Devant la noyade du petit garçonnet Elan, elle a eu beaucoup d'émotions. Eh bien, c'est tout à fait normal qu'elle assume cette émotion. Elle aurait pu dire, je vais faire une conférence avec tous les pays riverains de la Méditerranée pour que ces noyades s'arrêtent. Mais ensuite, quand il y a une pensée stratégique à avoir, vous consultez, vous ne la prenez pas tout de suite. Elle n'a pas consulté ses partenaires politiques en Allemagne, elle n'a pas consulté des démographes ou des anthropologues ou des ethnologues, elle n'a pas consulté ses partenaires européens. Vous ne pouvez pas créer un appel d'air fantastique, parce que quand vous dites il y a 800 000 places pour des réfugiés en Allemagne où vous avez l'éducation gratuite, la santé gratuite, le logement gratuit, etc.,
vous créez un appel d'air de dizaines et de dizaines de millions de personnes à travers le monde. Elle a dû d'ailleurs mettre un frein. Je trouve que de prendre une décision stratégique aussi importante, je pense que c'était une erreur énorme. On a l'impression que par cette compassion, elle a voulu compenser, se racheter de sa dureté à l'égard de la Grèce. Je trouve qu'elle a été trop dure, si vous voulez, au départ. Avec les Grecs. Avec les Grecs. Trop dur, pourquoi ? Parce qu'elle aurait dû dire, bien sûr, nous allons soutenir l'économie grecque, et puis prendre le Premier ministre grec à part, et lui dire, maintenant, tu fais des réformes chez toi. Je pense que Mme Merkel est une grande tacticienne, mais c'est une très faible stratège. Quand vous voyez la présidentielle américaine qui s'annonce, vous avez peur quand vous voyez Trump dire n'importe quoi ? Écoutez, personnellement, ça va vous étonner des éditorialistes du Figaro, mais moi j'aime beaucoup Bernie Sanders parce que je trouve effectivement que ce qu'il dit, il y a des écarts de salaire qui sont devenus absolument déments aux États-Unis, des gens très miséreux et des gens Bernie Sanders, c'est un social-démocrate comme les Américains n'en ont jamais vu. Voilà, c'est un social-démocrate, mais vous savez, son programme économique correspond au programme économique de M. Juppé, par exemple. Voilà. Et donc, moi, je le vois, je le suis. J'espère qu'il va gagner contre Hillary Clinton. Personnellement, je n'ai pas d'empathie pour elle. Je la trouve pas sympathique. Je la trouve vraiment très manipulée par les lobbies. Quant à Donald Trump, il paraît... alors, il a certains points de réalisme assez curieux, mais sinon, ses déclarations, c'est bien sûr un peu n'importe quoi. Le caractère de Trump me fait peur. Pour diriger un pays comme les États-Unis, vous devez avoir quelqu'un de tempéré. Et on dit beaucoup de mal de Barack Obama. Et ben moi, je vais vous dire, Anne Sinclair, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Barack Obama. Je trouve qu'il a très bien réussi dans son pays, il a fait beaucoup de choses. Bon, il n'a pas pu résoudre le conflit israélo-palestinien, mais bon, voilà. Mais en revanche, il a fait sur l'Iran, il a fait l'accord nucléaire du 14 juillet 2015. Ça sera à son actif et c'est la plus grande réussite diplomatique des 40 dernières années. Renaud Girard, une dernière question très brièvement, puisqu'on est au terme d'une semaine qui a été marquée par le fiasco de la déchéance de nationalité. Vous en pensez quoi ? Non, moi, ce que j'aurais préféré, c'est court terme, moyen terme, long terme. Court terme, c'est évidemment les perquisitions, l'état d'urgence bien sûr, le démantèlement, les perquisitions, supprimer toutes ces armes de guerre en France, c'est insupportable, il y a des armes de guerre en France. En moyen terme, c'est le démantèlement de tous les réseaux de pensée, si vous voulez, islamistes, haine de l'Occident. Et troisièmement, le long terme. Et le long terme, c'est quoi, Anne Sinclair ? C'est rétablir le roman national dans nos écoles. C'est l'amour de la France. Il faut revenir aux instituteurs d'avant 1914. Nos ancêtres les Gaulois, c'est comme ça. Voilà, voilà. Même si la France a considérablement changé depuis 1914. Bien sûr, mais avoir le roman national, l'amour de la France, l'histoire de la France, la Marseillaise, les valeurs françaises. Il faut être fier de notre pays et vous ne pouvez pas avoir un pays uni sans cela. On ne va peut-être pas se lancer dans le débat aujourd'hui sur la diversité française et ce qui a changé depuis 1914. Merci d'être venu ce matin, Renaud Girard. Votre livre s'appelle Le Monde en guerre, 50 Anne Sinclair, et à la semaine prochaine. Au Carnet Nord, édition Montparnasse. Merci beaucoup.